Très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce nouveau rendez-vous de la santé. Le périnée est souvent négligé dans les discussions sur la santé de la femme. Pourtant, il joue un rôle important pendant la grossesse. Où se situe le périnée? À quelle période de la vie intervient-elle? Nous en parlons au cours de cette émission. Nous évoquerons également les questions de ces médicaments, tisanes dits collés serrés. Si un vagin, mon homme à moi seul, et que sais-je encore devenu viral sur les réseaux sociaux et dans nos communautés aujourd'hui, qu'est-ce que ces pratiques peuvent avoir comme conséquence sur la santé et la vie des femmes qui s'adonnent à ces pratiques? Nous en parlons également au cours de cette émission avec notre invité. Merci pour cette confiance sans cesse renouvelée à Santé d'abord. Ce soir, nous recevons comme invitée Madame Grace Koumaï, elle est sage-femme. Madame Grace Koumaï, bonsoir, bienvenue une fois encore dans les studios de la TVT. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et vos femmes? Ah, elles vont super bien. D'accord, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et vous brillez aujourd'hui. Hein. Merci bien. Alors, nous démarrons cette émission avec ce premier sujet. Où se situe le périnée dans l'organisme humain de la femme? Nous regardons et puis on se retrouve juste après. Le périnée, présent chez la femme et chez l'homme, est un ensemble de muscles et de tissus conjonctifs qui se situent au niveau du petit bassin. Il sert au soutien des organes pelviens, à savoir, chez la femme, la vessie, l'utérus et le rectum. Le périnée forme ainsi un hamac tendu entre le pubis en avant et le coccyx en arrière. Ce hamac est un traversé par l'urètre qui est le fondu urinaire, le vagin et le canal anal en arrière. Sa contraction permet de contenir les pressions abdominales et participe à la continence urinaire et anale. La continence urinaire, des fois, résulte donc d'un déséquilibre entre les forces de poussée générées par pression intra-abdominale et l'efficacité insuffisante de la fonction du soutien du périnée. Madame Koumaï, voilà situé le périnée. Le périnée est un organe visiblement essentiel à notre organisme. Oui, effectivement, le périnée, comme on vient de le décrire, c'est l'ensemble des muscles et des tissus qui font partie du petit bassin. Et ces muscles sont situés au niveau, ça part du coccyx jusqu'au bas du dos. C'est-à-dire, lorsque vous vous mettez nu devant le miroir, la partie où il y a les poils, vous sentez un os. Lorsque vous décrivez, c'est-à-dire, ça quitte là, ça traverse le vagin, la nuit jusqu'au bas des dos, c'est-à-dire à la fin de la fente fessière. Okay? C'est toute cette partie que nous appelons le périnée, c'est tout un ensemble des muscles. Le périnée, ça existe chez toute personne, tout homme, c'est-à-dire un garçon. Les hommes aussi? Les hommes aussi ont ce périnée. Un périnée. Et c'est ce périnée qui soutient les organes. Si c'est chez la femme, il y a l'utérus, nous avons le sphincter, nous avons la vessie. Nous avons aussi l'abdomen. C'est-à-dire quand on mange, quand on est rassasié, c'est ce muscle qui soutient ces organes. Chez l'homme aussi, nous avons la vessie, nous avons le sphincter, nous avons l'abdomen, etc. Mais ce périnée est plus sollicité chez la femme. Parce que chez la femme, il y a un phénomène particulier qui est la grossesse. Pendant les 9 mois de grossesse, vous savez, l'utérus va prendre la forme du fœtus et c'est le périnée qui va solliciter le poids de cet utérus. C'est pourquoi le périnée est vraiment sollicité chez la femme. Mais quand on parle du périnée, c'est chez l'homme et chez la femme. Et quel est le rôle de ce périnée? Premièrement, c'est ce périnée qui nous permet de retenir quand on a envie de lâcher là. C'est le périnée qui nous permet de ne pas lâcher en public. Quand on a envie, quand Pépi a envie, quand on a la diarrhée, c'est ce périnée, c'est-à-dire ça sert et ça a un rôle de plancher, ça joue le rôle de plancher. C'est ça aussi qui soutient les organes. Quand on fait le sport, ça agit sur le périnée. Quand on rit, ça agit sur le périnée. Voilà le rôle que joue le périnée. C'est un organe crucial alors? C'est vraiment crucial. C'est vraiment crucial. C'est pourquoi on doit bien s'occuper de ce périnée. Et justement, pourquoi chérir ce périnée? Quand on parle du périnée,
la majorité pense à la sexualité. Mais en dehors de ça... Il joue un rôle dans la sexualité. Vraiment, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Le périnée a un rôle important dans l'érection chez l'homme. C'est de la même manière que le périnée aussi a un rôle à jouer dans la sexualité, surtout pour des femmes qui ont un plaisir vaginal. Voilà. De toute façon, ce soir, nous parlons 100% féminin et sans tabou. Nous parlons sans tabou ce soir. Hein? Oui, sans tabou. Donnez-moi votre bénédiction, votre autorisation de tout dire. Je vais dire. Hein? Interdit au moins de 18 ans. Vraiment, hein, vraiment, vraiment. Alors, dites-moi, Grace Koumaï, quel est le rôle du périnée pendant la grossesse? Pendant la grossesse spécialement, il y a le poids de l'utérus qui augmente, c'est-à-dire le poids de l'enfant qui fait que le périnée sera plus sollicité. Pendant l'accouchement, ce périnée, c'est ça qui va aussi jouer un rôle dans la descente de l'enfant. Avant l'expulsion, la dernière phase de l'accouchement, avant l'expulsion de la tête du bébé, nous avons quelque chose, disons, le périnée qui sourit. Quand vous voyez une femme pendant le travail d'accouchement qui a un périnée qui sourit, vous sentez que la tête est à la phase d'expulsion. Donc voilà le rôle crucial que joue le périnée pendant la grossesse et l'accouchement. Après l'accouchement, diverses pratiques sont recommandées souvent sur les conseils des parents ou des voisins. Je vous propose d'explorer quelques-unes de ces pratiques partagées par nos concitoyens dans ce sujet. Nlanya tonoringa mbem nyade kidinjo lelema nyo edo na fadene abaga manya nyo budo na nyanana nyade tonu do bungba do ni buru do sante wongwan kozo be bozi se aban vada fadene lokata don nyo bukadam vade biya lafia kada de tenga do alafia wongwani ben verinda dogo biya malwan ba shede ne do de la natemere wore madane takale madane tasese nyalo robete buena sport na krinyala anyalo robete lokta bele ba no kisi ba wole nyana nya bezo ngwanela anyala kelebete nja egbe ndu nyonyo egbe kle kungu fezige na anyalo role dokana ngebo dunya egbe kele anyonyo kikozo kungu fezi nguru do nyede ya loro de do bi ya le na mo bringa. Dans le temps ancestral, quand tu accouches, nos mamans savent quand même la femme veut accoucher, elle est en terme. Il y a un produit, on écrase, on la donne et ça permet l'accouchement. Elle accouche bien. Et après l'accouchement, on donne aussi un autre produit et elle boit. Le sang coule bien. Et puis on chauffe l'eau chaude, on appuie son ventre et tout est bien sorti. Donc, après, il faut attendre un peu longtemps avant d'avoir une grossesse. Parce que pour certaines femmes, elles ne s'approchent plus de mari. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Pour aujourd'hui, même une femme accouche, elle veut que son mari se couche avec elle en même temps. E dawo nyonyo dan nga nyonyo buona do nyonyo kanyon joli le morozo do fadini da yendona buona wenti yon dudo na nyonyo kanyon jona to nyede aloro bunyoze le ma da nyodo do chokozo bunga gu fezi lo di da be ka chodo do nyonjo do na bunyoze de aloro bungmerke bumbona sama bezma matemere do na mala. Voilà, à la Grèce, quand on finit d'accoucher dans nos sociétés, comme je le disais, quand je lançais le deuxième sujet, on nous conseille de boire de l'eau chaude, de prendre des tisanes traditionnelles, comme on dit. Tous nos interviewés avis, impressions. À l'hôpital, après un accouchement, ça dépend de comment l'accouchement s'est passé. Si l'accouchement s'est fait par voie basse, nous allons voir s'il y a une révision utérine. S'il y a une révision utérine, avant de libérer la femme,
Il y a des médicaments adaptés qu'on prescrit à ces dernières, des antibiotiques, des antiseptiques. S'il y a des épisiotomies, c'est-à-dire quand il y a une déchirure ou bien l'épisiotomie qu'on a suturée, il y a des médicaments que nous allons prescrire. Nous avons des conseils que nous prodiguons à ces dernières pour permettre la bonne cicatrisation du périnée. Parce que lorsqu'il y a une mauvaise cicatrisation et qu'elle revienne à l'hôpital, resuturer, c'est une complication et ça se fait souvent au bloc. Donc, c'est pourquoi nous leur prodiguons des conseils comment entretenir cette plaie, comment garder ces plaies sèches pour permettre la bonne cicatrisation. Maintenant, les astuces, le bain chaud, nous conseillons à ces derniers de ne pas le faire parce que au cas où une épisiotomie qu'on a suturée, ça peut relâcher les fils. Quand on parlait de bain chaud, on ne comprend pas que c'est le fait de s'asseoir sur de l'eau chaude. La majorité des femmes, quand elles rentrent, elles préfèrent prendre de l'eau chaude. Elles restent sur ça. Je dis que la vapeur permet la cicatrisation et le rétrécissement du vagin, les muscles du vagin. Voilà. Ou bien un bon écoulement du sang, rester dans l'utérus. Non. C'est ce que nos mamans nous enseignent. Le vagin est fermé. Je me pose la question comment cette vapeur peut traverser la vulve, aller jusqu'au vagin. Ce que nos grands-mères, nos ancêtres ont fait, nos grands-mères ont fait, nos mamans ont fait. Bon, c'est ce qu'on nous conseille aujourd'hui. Mais ici, nous sommes au XXIe siècle. Nous ne devons pas exposer ces dernières au risque. Si quelqu'un a fait et qu'elle n'a pas eu des complications, cela ne veut pas dire que le risque n'était pas. C'est parce qu'elle a échappé au risque. Nous avons vu le monsieur qui a parlé des rapports sexuels qu'aujourd'hui, les femmes après l'accouchement, même le même jour de l'accouchement, elles veulent avoir des rapports sexuels. Ce que nous nous recommandons aux femmes après un accouchement, sur le plan médical, après, vous avez 6 semaines pour reprendre vos activités sexuelles. 6 semaines, que ça soit par voie basse ou par césarienne. Mais nous disons aux couples, il faudrait qu'ils commencent lorsqu'ils sont psychologiquement prêts. Parce que si la femme n'est pas psychologiquement prête et que les rapports sexuels reprennent, ça peut créer un blocage dans la tête. Ce blocage va compliquer les prochains rapports sexuels. Mais aujourd'hui, pas de souci. C'est pourquoi aussi nous recommandons pendant les consultations, la femme peut opter pour sa méthode contraceptive. Le jour de l'accouchement, c'est possible que la femme puisse opter pour qu'on puisse insérer une méthode contraceptive depuis la salle d'accouchement, même dans le bloc opératoire, pour permettre à cette dernière d'avoir des rapports sexuels, ne pas avoir une grossesse avant 1 an et demi, si c'est un accouchement par voie basse, et 2 ans si c'est par césarienne. On a interviewé en dernière partie une revendeuse de médicaments traditionnels. Même la première qu'on a interviewée a parlé des décoctions. Des décoctions qu'on prépare à la femme, qu'elle doit boire, histoire de quoi? De guérir les plaies dans l'utérus. Quand une femme accouche, est-ce qu'il y a des plaies dans l'utérus? Madame Koumaï. Je me pose la question. Quand une femme accouche, il y a le placenta qui était collé à l'endomètre. Il y a eu le placenta qui s'est décollé. Est-ce que c'est de cette plaie que ces dernières parlent? Nous, après un accouchement, nous examinons le placenta. Lorsqu'il y a des débris qui restent, nous devons envoyer la main pour chercher des débris, sinon les saignements ne vont pas s'arrêter. C'est ces débris qui sont souvent la cause de l'hémorragie chez certaines femmes. Lorsque cette révision utérine est faite, nous soumettons cette dernière à des prises d'antibiotiques pour éviter une inflammation et une infection. Les médicaments qu'elles prennent souvent, comment cela se fait? On voit même dans le manger, dans l'alimentation, c'est une sauce bien pimentée, bien épicée, avec du gingembre, la tête attachée, la chambre fermée. On dit quand la femme mange, l'accouchée mange, en transpirant, c'est les germes, les microbes qui ressortent. Ça, ce sont des trucs traditionnels, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce que moi je peux conseiller, c'est que lorsque les antibiotiques sont bien pris, lorsque les médicaments, les anti-inflammatoires, tous les médicaments qu'on a prescrits à la femme sont bien pris, le risque d'infection est minimisé.
Et nous avons les consultations postnatales. Elles reviennent 8 jours après. Nous allons toucher, nous allons voir l'écoulement, les lochies qui sortent. Est-ce que ces lochies sont purulentes? Est-ce que ces lochies sont de quelle consistance? Est-ce qu'il y a un risque d'infection pour pouvoir voir quelle suite accorder à cette dernière? La première intervenante dans ce deuxième sujet a dit qu'elle n'a jamais entendu parler de périnée. Est-ce que vous faites cet exercice? Je sais qu'il y a un examen post-accouchement et on te donne un rendez-vous et tu reviens, mais on ne nous parle pas de façon palpable du périnée. Pourquoi ne pas parler du périnée aux femmes? Pourquoi ne pas nous dire ce que c'est concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi ne pas nous dire, ah mesdames, vous savez, quand vous êtes enceinte, voilà, c'est le périnée qui soutient votre grossesse, il a cette importance, il a cette valeur, il faut le chérir, il faut en prendre soin. Vous, en tant que sage-femme, c'est votre travail. Pourquoi vous ne faites pas cet exercice avec les femmes enceintes et les accouchées? Au suivi de la grossesse, nous avons des consultations prénatales. Les consultations prénatales, c'est l'ensemble des soins et des conseils que nous prodiguons aux femmes enceintes de la déclaration de la grossesse jusqu'à la veille de l'accouchement. Maintenant, en dehors de ces consultations prénatales, nous avons les cours de préparation à la naissance que nous proposons aux femmes enceintes. En dehors de ça, même avant la grossesse, nous proposons aux femmes la rédaction de leur projet de naissance. C'est dans cette rédaction du projet de naissance que nous mettons tout ce dont la femme a besoin. Est-ce qu'elle aura besoin des cours de préparation à la naissance? Est-ce qu'elle aura besoin des gymnastiques? Pour dire, la femme même va décrire comment elle veut que ces consultations prénatales se procèdent. Les consultations prénatales se font dans un cadre médical, c'est-à-dire dans un centre hospitalier. Mais les cours de préparation à la naissance peuvent se faire en dehors du cadre hospitalier. Et là, nous mettons l'accent sur l'information. De quel genre d'information? Comment se passent les consultations prénatales? Les différentes transformations que le corps de la femme va subir tout au long des 9 mois de grossesse. Les différentes complications. Comment pousser? C'est vraiment important. On ne pousse pas pour pousser. Il y a l'art de pousser pour ne pas déchirer son périnée. La gestion de son poids de grossesse. La gestion aujourd'hui, chez la majorité des femmes, après un accouchement, c'est le ventre parce que c'est ça qui est visible. Au moins, le périnée, on ne voit pas, on peut cacher. Mais le ventre, ça cause vraiment, ça devient un souci pour les femmes après un accouchement. La gestion de la forme du poids de ventre se fait pendant les consultations prénatales. Donc, lors des consultations prénatales, même que ce soit dans tous les centres, moi j'ai travaillé au CHU sur Vannes-sur-Olympio jusqu'à l'année dernière, lorsque les femmes viennent pour les consultations prénatales, nous rassemblons, nous passons un message avant de commencer par les recevoir dans les bosses une par une et elles posent toutes les questions. C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, avec les ressources humaines, le nombre de sages-femmes qui est limité, quelqu'une qui a calculé que je veux venir vite partir, lorsque même vous commencez par parler, elles disent que non, consultez-nous et nous libérer. Nous avons des cours de préparation à la naissance. Je profite pour vous informer pour vos prochaines grossesses. Vous pouvez aussi passer le message aux collègues, aux autres femmes qu'il y a des cours de préparation à la naissance qui sont disponibles pour les femmes qui peuvent le faire financièrement parce que c'est des cours supplémentaires. Ah, ce sont des cours payants alors? Voilà, ce sont des cours qui sont payants. On le fait dans les centres, dans tous les centres, mais il n'y a pas assez le maximum de temps pour donner le maximum d'informations. Pendant la grossesse, ce qui est vraiment important, c'est de vraiment gérer l'émotion. Lorsque vous allez en consultation prénatale, on vous donne rendez-vous. Si c'est dans un centre privé, on peut vous dire de revenir 6 semaines ou bien 2 mois après. Si vous n'avez rien, dans les 1 mois, dans les 2 semaines, qui répond à vos inquiétudes, qui répond à vos questions, même si c'est dans un centre de santé de renommée, on vous donne rendez-vous 1 mois, dans les 30 jours, qui répond à vos questions. Donc, nous avons des cours de préparation qui est un suivi quotidien de votre grossesse qui va vous permettre aussi de faire des gymnastiques pour gérer des mots.
Donc voilà, je vous ai donné l'information. J'espère que l'information va passer aussi. C'est notre devoir. C'est notre devoir. C'est notre devoir de véhiculer les informations utiles. Voilà. Et je n'ai pas, j'allais oublier, après un accouchement, la majorité des femmes, lorsque le bébé sort, c'est fini. On oublie. Surtout quand c'est à Lomé que la vaccination va se faire dans un autre service. Justement, ces femmes reviennent pour la consultation postnatale. C'est au cours de ces consultations postnatales que nous amenons des femmes à comprendre comment faire pour retonifier les muscles de leur périnée pour que le monsieur puisse retrouver son vagin de jeune fille. Le périnée doit être retonifié à tout moment. C'est des séances qu'on doit faire à tout moment, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Après un accouchement, il faut maximiser les séances, les exercices de retonification. Parce que durant les 9 mois de grossesse, nous avons le poids de l'utérus qui a vraiment épousé, qui a vraiment agi sur le périnée. Comme nous l'avons dit plus haut, le périnée, c'est un ensemble de muscles. Le muscle, ça se contracte et ça se relâche. Lorsque le périnée se relâche, la majorité des femmes vont avoir l'impression que le vagin, l'orifice vaginal s'est ouvert, c'est-à-dire le vagin est devenu large. Ça ne va pas permettre, ça va diminuer la qualité des mouvements de va-et-vient du pénis lors des rapports sexuels. C'est ce qui cause vraiment le souci chez les femmes. Mais en dehors de ça, nous avons l'incontinence. Chez certaines femmes, après un accouchement, elles n'arrivent pas à retenir leur urine. Il y a chez d'autres, ça peut se compliquer même. Elles peuvent avoir des fuites urinaires parce que le périnée s'est vraiment relâché. Nous pouvons avoir aussi des descentes d'organes. Il y a des femmes qui accouchent, après revoir leur utérus qui descend. Il faut vraiment agir, ça c'est de l'autre niveau, agir sur ces organes, aussi agir sur le périnée. Donc c'est vraiment important la retonification du périnée pour pouvoir donner une sensation extrême au cours des rapports sexuels, parce que lorsque vous accouchez, on ne doit pas oublier que monsieur est là, on ne doit pas sevrer aussi le monsieur. Voilà, vous venez là de citer les conséquences d'un périnée faible, n'est-ce pas? Les conséquences d'un périnée faible. Et qu'est-ce qui peut affaiblir le périnée, mis à part l'accouchement? Nous avons l'âge. Lorsque vous prenez de l'âge, le périnée, c'est un muscle, ça se relâche. Les interventions, les opérations chirurgicales peuvent relâcher le périnée. Tout à l'heure, nous sommes en train de parler. Nous agissons sur le périnée. Lorsque nous rions aux éclats, nous agissons sur le périnée. Lorsqu'on s'alimente, l'abdomen prend le volume, l'estomac prend le volume. C'est le périnée qui prend le coup. Lorsqu'on peut se déplacer, c'est la moto, c'est la voiture. Le périnée prend le coup. Donc nous avons l'âge, nous avons des activités quotidiennes, nous avons les opérations, nous avons, et chez la femme, il y a la ménopause aussi. Pendant la ménopause, le périnée est vraiment relâché. Il faut vraiment agir là-dessus parce que les activités sexuelles doivent continuer même pendant la ménopause. D'accord. Alors, le périnée peut être aussi déchiré au cours de l'accouchement, n'est-ce pas, Madame Comay? Comment éviter ces déchirures? Bon, c'est le poids de l'enfant qui provoque les déchirures. Pendant l'accouchement, nous pouvons avoir une déchirure du vagin, nous pouvons avoir une déchirure du col de l'utérus, nous pouvons avoir une déchirure du périnée. Nous avons aussi ce que nous appelons l'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est une intervention manuelle, c'est-à-dire on prend un ciseau bien tranchant que nous allons ouvrir l'orifice vaginal avec le périnée pour augmenter le passage à l'enfant. C'est ça que nous appelons l'épisiotomie. Mais il peut arriver que la femme, les conditions sont normales pour qu'elle accouche, mais dans la manœuvre, surtout quand la femme n'est pas coopérante, lorsque la femme pousse mal, la femme peut se déchirer. Ce n'est pas forcément parce que la tête de l'enfant est grosse que la femme va se déchirer. Lorsque c'est trop, la tête aussi est trop petite que la femme pousse mal, elle peut se déchirer.
Donc, c'est pourquoi au cours des consultations prénatales, au cours des cours de préparation à la naissance, nous prodiguons des conseils, nous montrons les femmes comment pousser le jour de l'accouchement et à l'art de pousser pour ne pas déchirer son périnée. Parce que lorsque la femme déchire son périnée et que l'épisode et la suture n'a pas été bien faite, lorsque la cicatrisation aussi n'a pas été bien faite, elle peut traîner avec des douleurs à vie. Le périnée, vous le disiez tantôt, jouerait un rôle important d'ailleurs au cours du rapport sexuel ou bien pendant les rapports sexuels. Dites-nous. Nous voulons plus savoir sur cette question. Dites-nous tout. Que ce soit chez l'homme que chez la femme, le périnée joue vraiment un rôle dans la sexualité. Chez l'homme, le périnée a un rôle à jouer dans l'érection. Quand nous prenons des cas des hommes qui souffrent de l'éjaculation précoce à prendre à être griffes, mais dans la réalité, ils sont dans le temps. Voilà, comme est-ce qu'ils jouissent vite? Eux, ils se disent qu'ils jouissent vite. Comme les rapports sexuels, la sexualité, c'est une intimité. Personne ne voit ce que l'autre fait. Donc, chacun pense que l'autre est meilleur que lui. Donc, la majorité des hommes qui consultent pour une éjaculation précoce, quand on va dans la réalité, ils sont dans le temps et c'est pas mal. Donc, ceux qui souffrent vraiment de l'éjaculation précoce, le premier exercice, c'est le périnée. C'est-à-dire, l'homme va apprendre à gérer son éjaculation. L'éjaculation qui va se faire dans quelques secondes, dans une minute, il peut repousser son éjaculation au cours de la même pénétration. Et c'est le périnée qui intervient. C'est comme tout à l'heure, si je veux lâcher, l'exercice que je vais faire pour retenir, pour ne pas lâcher, c'est la même chose que l'on fait au cours des rapports sexuels. Mais chez la femme, on parle toujours de l'orifice vaginal. C'est-à-dire, quand on prend le vagin, on pense que le vagin est un trou. Non. Les rapports sexuels, nous avons des femmes qui ont plusieurs types de plaisirs. Nous avons des femmes qui ont des plaisirs cérébrales. Nous avons des femmes qui ont des plaisirs mammaires. Nous avons des femmes qui ont des plaisirs vaginaux. Nous avons des femmes qui ont des plaisirs clitoridiens. Si une femme a un plaisir vaginal, c'est qu'il faut chez cette dernière une pénétration pour qu'elle ait un rapport sexuel accompli. Dans ce cas, elle a une obligation de jouer sur son périnée. Et il y a des femmes qui sont naturellement nées avec un périnée serré, même avec le nombre d'accouchements qu'elles ont, difficilement même on en voit les deux doigts. C'est comme ça aussi, certaines aussi sont nées avec un vagin ou bien un périnée qui est béant, c'est-à-dire qui est ouvert. Mais pour ces dernières, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas s'attarder sur pourquoi mon périnée est relâché. C'est les solutions que nous leur donnons qu'elles doivent prendre en compte. Comment faire pour retonifier les muscles si vous avez un périnée qui est relâché ou pas? Comment faire pour avoir le périnée qui sera bien sollicité, qui saura bien satisfaire mon partenaire? Le périnée, c'est un muscle. Le vagin aussi, c'est un muscle. Les rapports sexuels, surtout dans la pénétration, c'est comme de la danse. Lorsque je lance le monsieur au cours de la danse, dans les salons, c'est que vous êtes connectés. Le monsieur vous lance, vous revenez. C'est de la même manière, je vous donne, nous avons par exemple le vagin et le périnée. Lorsqu'il y a une pénétration, lorsque la femme sait que j'ai un périnée qui est relâché ou bien l'orifice vaginal, les muscles du vagin qui sont relâchés, il faut tout faire lorsque le monsieur pénètre, retenir le pénis de monsieur et le relancer tout en relâchant. C'est tout un exercice que nous accompagnons ces derniers à faire. Mais dans la sexualité, le périnée n'est pas forcément... Je prends un exemple d'une femme qui est clitoridienne, où on agit sur le clitoris pour la faire jouir, pour qu'elle puisse faire l'orgasme. Le mot. Voilà, mais nous, notre objectif dans la sexualité, c'est pour amener toutes les femmes à faire au moins une fois dans leur vie l'orgasme. Il y a certaines femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. Il y a certaines femmes qui vont finir leur vie sur cette terre sans faire l'orgasme. Et tu sais pourquoi? Non. Je te dirai après. D'accord.
Ok. Et je vous amène à présent dans une salle de sport unique où la coach est une sage-femme, mon invitée d'ailleurs, et les exercices visent à renforcer les muscles du périnée. Deux participantes partagent leurs impressions sur cette activité avec nous dans ce reportage réalisé par Rita Wassi. Comment tu vas? Et l'enfant? L'objectif de ce que nous allons faire, c'est pour pouvoir retonifier les muscles de ton vagin. Notre tout premier exercice sera l'exercice de stop pipi. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posez. À tout moment, quand tu te mets à la cuisine, tu le fais. Quand tu marches, tu le fais. Tu vas voir que ça va te permettre aussi de diminuer ton ventre. Nous allons passer à notre deuxième étape. Maintenant, nous allons reprendre l'exercice que nous avons fait en position debout. Nous allons le faire dans cette position. 1, 2, 3. Relâche-toi. Respire. Respire. Nous allons faire une deuxième phase qui est plus avancée. Ce sera plus difficile que ce que nous avons fait premièrement. Respire. Maintenant, on va commencer. 1, 2, 3. Coupe ton pipi. 1, 2, 3. Soulève. Doucement. Soulève le deuxième pied. Vas-y, tout doux, tout doux. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respire. Respire. Mon enfant a 9 mois. J'ai choisi de faire ce sport pour remettre mes muscles en place. Mon mari m'a accompagné et il a accepté. J'ai accouché de cela 10 ans. J'ai eu à prendre contact avec Tata qui m'a parlé du sport qui permet à une femme de faire rétrécir le vagin ou de retour du périnée après l'accouchement. Et on a eu à pratiquer plusieurs séances. Même après mon déplacement sur Cara, j'ai continué l'exercice moi-même. Bon, je me sens à l'aise parce qu'après l'accouchement, je n'avais pas perdu totalement le ventre. Mais grâce au sport, actuellement, mon ventre est en forme et je sais que si on continue dans le même sens avec le sport, je peux casser totalement le ventre. Et il est à l'aise quand on framponne. Madame Grace Koumaï, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet qui vient de passer? Ce sont des exercices qui sont très pratiques. À défaut d'aller dans une salle, d'aller dans un centre pour bénéficier de ces gymnastiques, nous accompagnons les femmes à domicile. Les kinés aussi le font, n'est-ce pas? Les kinés aussi le font. Nous avons aussi des coachs aussi qui le font. Mais la particularité de ce que nous faisons, souvent nous accompagnons cela avec des boules que nous appelons les boules de geisha. Donc la stérilisation de ces boules, l'entretien de ces boules avant de l'introduire dans le vagin, le massage du périnée, nous l'avons aussi ici. Je n'ai pas fait puisque nous étions en séance. C'est vraiment intime. Intime, voilà. Donc c'est la particularité que nous faisons dans les centres de santé. Moi, je demande aux femmes, après un accouchement, de discuter avec leur sage-femme, parce qu'aujourd'hui, nous faisons la promotion des soins humanisés. Les soins humanisés, c'est-à-dire la femme même doit décider ce qu'elle veut de son corps et nous n'imposons pas les services.
Et ces exercices sont très pratiques. Je recommande à toutes les femmes de venir en bénéficier. Encore moins qu'elles aient l'information. C'est pour ça d'ailleurs que nous passons par ce canal. Merci à vous pour l'opportunité que vous nous donnez et en passant le message. En tout cas, le plaisir est partagé. On parle également des ennemis du périnée. Quels sont ces ennemis? C'est la promotion, la publicité des produits que nos amis influenceurs font sur les réseaux sociaux qui incitent les femmes à s'exposer à la prise de ces médicaments. Ce que nous voyons la plupart, quand elles viennent à l'hôpital en consultation, elles viennent pour une consultation parce qu'elle a des infections. C'est au cours de la consultation, en posant des questions, que vous allez vous rendre compte que cette dernière utilise des produits d'origine douteuse, ou soit peut-être c'est à l'examen en voulant toucher que vous allez retrouver certains objets dans le vagin de cette dernière, ou soit la personne consulte pour une frigidité ou bien un manque de plaisir, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a eu l'utilisation excessive de ces médicaments. Je disais, Madame Koumaï, le sport est bon, le sport est bénéfique pour notre santé, mais est-ce que tous les sports sont bénéfiques à notre périnée? La retonification, nous avons des sportives qui font des exercices spécifiquement pour la retonification de leur périnée. C'est tout comme on dit pendant la grossesse, vous pouvez continuer par faire le sport, mais tous les sports ne sont pas permis pendant la grossesse. C'est comme ça aussi, tous les sports ne sont pas bénéfiques pour la santé du périnée. Lorsque vous prenez brusquement le poids, le périnée prend le coup. Lorsque vous perdez aussi brusquement le poids, le périnée prend un coup. C'est pour ça aussi, par rapport à votre état de santé, avant de faire le choix de votre sport, il faut vous diriger vers un personnel de santé qualifié qui peut vous guider. Sinon, en voulant faire du bien pour votre santé, vous allez vous exposer à d'autres complications. D'accord. Voilà, Madame Koumaï, nous sommes à la fin de la première partie. Quel est le dernier message que vous avez à l'endroit de tous nos téléspectateurs en ce qui concerne ce sujet? Premièrement, le périnée, c'est un ensemble de muscles qui existe chez tout homme. Que vous soyez un homme ou bien une femme, vous devez prendre soin de votre périnée. Parce que c'est l'entretien, les soins que vous réservez à votre périnée, c'est ce plaisir que ce périnée va vous rendre. Que ce soit pendant les rapports sexuels, que ce soit pour l'utilisation de votre vessie et tout autre, le périnée, vous devez vraiment l'entretenir. Et même pendant la ménopause. Et surtout pendant la ménopause, c'est vraiment important parce que pendant la ménopause, les hormones sont devenues bas. Vous devez vraiment l'entretenir. Et comment le faire? Il faut vous diriger vers le personnel qualifié. Si vous venez d'accoucher, les sages-femmes sont là. Elles sont là pour vous prodiguer, en dehors des soins, des conseils pour garantir ceci. Après un accouchement, ne disparaissez pas. Revenez pour les consultations postnatales et discuter avec vos sages-femmes. Le périnée, en dehors de la retonification de ces exercices, en dehors de retonifier le périnée, ça va vous permettre aussi d'agir sur les muscles abdominaux pour que vous puissiez avoir un ventre raisonnable. Lorsque vous accouchez, vous devez toujours avoir accès à votre garde-robe. C'est vraiment important. Tout le monde en a eu pour son compte ce soir et nous abordons la deuxième partie de cette émission. Les collets serrés, les épices vaginales, les serres vagins et que sais-je encore, autant de pratiques devenues virales dans nos communautés aujourd'hui. Quelle motivation pousse les femmes et les filles à s'adonner à ces pratiques et qu'est-ce que ces pratiques peuvent avoir comme conséquence sur la santé et la vie de ces pratiquantes? Écoutez les témoignages de 2 personnes et une revendeuse des médicaments traditionnels réalisés par Rita Wassi. Ah oui, bon, on attend les filles et beaucoup de filles mettent des choses dans leur vagin pour donner du plaisir à l'homme
et aussi pour garder l'homme à soi. Et il met des choses pour que, si l'homme vient en elle, vient chez elle, pour que l'homme ne reparte plus. Mais bizarrement, il y a certains hommes qui vont et ça ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Et elles mettent seulement pour donner du plaisir et aussi donner du plaisir à l'homme. Mais en dehors de ça, ça donne des infections pour la femme et ainsi que pour l'homme. C'est l'homme qui vient, il reçoit et peut-être l'homme la reçoit et il va encore aller ailleurs pour partager ces infections. Ce sont des infections qui se partagent dans les rapports sexuels. Ça crée des problèmes à leur femme. Cette question très importante qui est d'actualité depuis toujours. Je pense que les femmes utilisent ces genres de produits ne serait-ce que pour mieux nous séduire, nous hommes. Voilà. La tendance aujourd'hui est de pouvoir garder son homme, de pouvoir le maintenir. Et donc, les femmes pensent qu'en allant chercher autres produits pour bien se faire, qu'elles pourront garder les hommes. Voilà. Donc, ça fait que tout le monde y va comme il peut. Mais cette manière de faire n'est pas sans conséquences, bien entendu, parce que c'est bien beau aujourd'hui, vous utilisez les produits pour maintenir votre homme. Et ça dit que lorsque le temps de l'effet de ce produit va passer, est-ce que vous pourriez avoir le même type, excusez-moi un peu, le même type de vagin pour le maintenir? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences après? C'est physique et spirituel. J'aurais appris, je ne sais pas. À l'origine, c'était spirituel et c'était entre griffes. Hein. Je ne suis pas en train d'étiqueter. C'est les femmes du Sahel qui prenaient ça, bien entendu, pour être dans les bonnes grâces de leur mari, puisqu'elles étaient nombreuses auprès de leur mari. C'était une concurrence, il fallait être la première. Voilà, donc c'est un pan de la chose. Maintenant, d'autres femmes ou les femmes qui ne sont peut-être pas musulmanes, sans connaître le fond même de la chose, ont commencé à copier. Et cette manière de faire aussi n'est pas très bonne. Ce n'est pas à travers là forcément qu'on peut avoir la même mission. Non, mais je pense qu'à travers les comportements, la manière de chérir aussi, c'est autant d'impact pour pouvoir scotcher un homme que le sexe. Nous violons les animaux parce que il y a ko wa ku yusu le mlani subwa funa ba kekero de donc arola zin gamia funa mio vire et nous mes azam nyo parce que do effet secondaire pour effet secondaire ni ko mate wa fofo la ba do e ni infection chon subon le fun nous bo le tiktok ji donc numéro chon le funa mo le derrière le ouais conseil que la signe matin il est nyo jeune be nyo boa no parce que nous est sobeninya. So me nous là bas nous donnons pour nos barabara do barabara le peuple là bas nous les et tiens on est tous des enfants là. Yana tena wado ngena alo wanlam ba fezi wone tungu fezi baka bonyoze wonyo baka wanla na ke toilette intime bonyoze da lote da bungu fezi infection yana mauvais odeur watem ten ben leze ro alo nyan lo roble na ba ton kida anyan lam nya deze bo joge ben marake nya na se bo jobla na anya lamba ta onkida alo abalo nya na walo menjo na da bo jonya se sinjega me na da mabele ba nya lo rubie disi nganya nyota na mabata onkida nya deze bo joga propre ben se abalo dana bi yele ba ta onkida walo nya na menjo na da mana woni ni. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Je perds mes mots. C'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux tous les jours, matin, midi, soir. Il y a des contacts qui sont là. Et dans ma peau de sage-femme, je peux dire, quand on parle de la sexualité ne se résume pas à la pénétration. La sexualité, c'est un phénomène qui est complexe. Et pour pouvoir avoir un rapport sexuel épanoui, il faut comprendre l'anatomie de sa partenaire, il faut comprendre la physiologie de sa partenaire, il faut comprendre le phénomène psychologique de sa partenaire.
Je vous donne un exemple. Lorsque vous prenez le verge, c'est la seule zone érogène classique chez l'homme. Mais si la femme sait s'y prendre le mamelon, il peut amener l'homme à éjaculer. Si la femme s'y prend le cou, les cuisses, la femme peut amener l'homme à éjaculer vite entre les seins, etc. C'est de la même manière, quand nous prenons la femme, les zones érogènes, nous avons le cerveau, nous avons les mamelons, nous avons le vagin, plus précisément le point G, nous avons le clitoris. Lorsque l'homme sait s'y prendre, tout le corps de la femme constitue des zones érogènes. Dans la sexualité, nous avons un palier de stratégies pour faire éjaculer l'homme, pour que la femme puisse faire, voilà, l'orgasme. L'orgasme chez la femme, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, plusieurs femmes souffrent de l'orgasme parce que nous avons des hommes qui ne savent pas s'y prendre. Chez l'homme, c'est facile quand la femme est concentrée. Pour dire à la population, aux femmes, que une sexualité épanouie ne se résume pas à la pénétration. Vous pouvez bien prendre un homme sans la pénétration, il va éjaculer et être à l'aise. Maintenant, pour celles qui ont le pouvoir dans la pénétration, celles qui ont un plaisir vaginal, là-bas, il faut une pénétration. Comment faire pour que l'homme puisse avoir cette douceur? Cela ne nécessite pas forcément que votre l'orifice vaginal soit serré. Mais chez d'autres, il le faut. Ça dépend de la proportion entre le pénis, excusez-moi le terme, nous sommes dans le thème, la différence entre le pénis de l'homme et le vagin. La femme peut avoir l'orifice vaginal qui est petit, mais si le pénis est petit, c'est que ça va flotter. Au lieu d'avoir dans l'idée que je vais envoyer les médicaments pour rétrécir l'orifice vaginal, nous proposons d'autres positions qui vont amener l'homme à sentir des frottements. C'est dans ce cas aussi que nous proposons aux femmes des exercices comme le stop pipi. Lorsque vous faites le stop pipi, c'est un exercice qui n'est pas physique, c'est virtuel. Et comment ça se fait? Tout à l'heure, c'était genre, vous avez envie de faire pipi, ou bien l'exercice que vous faites pour ne pas que pipi sorte en public. Vous voyez? C'est automatique. Stoppez le pipi. Vous allez sentir les fesses qui sont serrées. Vous allez sentir ça au niveau de vos muscles abdominaux. Vous allez sentir ça au niveau de votre vagin. C'est un exercice que la femme, vous faites 10 secondes, vous relâchez 20 secondes, vous reprenez. Vous le faites à tout moment. Le matin, dès que vous réveillez, vous le faites. La femme doit le faire quand elle est dans la cuisine, quand elle est au bureau, partout où elle est. Au cours des rapports sexuels, lorsque la femme remarque que le monsieur ne sent pas des frottements, c'est un exercice qu'il doit faire. Lorsque le monsieur pénètre, il le fait. Pour réussir ça, les rapports sexuels, c'est une connexion. Il faudrait que le monsieur se retrouve dans l'acte. C'est une communication qui est virtuelle, qu'on ne voit pas. Les mots ne sont pas posés là-dessus. Lorsque le monsieur fait le mouvement de va, la femme serre. Ça serre le pénis. Lorsque le monsieur va faire le mouvement de retour, la femme relâche. Je relance, je relève. Vous allez voir que le monsieur va vite éjaculer. On n'a pas donc besoin de tous ces médicaments. On n'a pas besoin. Commencez par nous dire, Madame Grace Koumaï, le vagin, qu'est-ce que c'est? C'est un muscle. On sait que c'est un orifice, c'est un muscle. C'est un muscle. Mais pour le commun, les femmes, pour un ou une profane, c'est l'orifice, ou pour ne pas dire un trou. C'est un muscle, c'est pas le vagin, c'est que le bébé, le dernier passage du bébé pendant l'accouchement. Lors des rapports sexuels, c'est dans le vagin que tous les mouvements se passent, les mouvements de va-et-vient, c'est dans le vagin. Pendant les règles, c'est par le vagin que le sang va sortir. Le sang qui sort de l'utérus va sortir pour se retrouver dehors. Donc voilà le vagin et son rôle. Alors, il y a des événements ou situations de la vie qui peuvent amener le vagin à se dilater. Peut-être par exemple l'accouchement dont vous venez de parler. Quels sont les autres événements ou situations qui peuvent transformer, si je peux le dire ainsi, la taille du vagin?
La taille du vagin, ça dépend. Nous prononçons disons les noms, sans tabou. Vous allez beaucoup nous en excuser. Cette émission, surtout la dernière partie, elle est interdite au moins de 18 ans. Le vagin, c'est un muscle. Et quand on dit un muscle, le muscle se contracte et se relâche. J'ai entendu une dame qui a dit dans la vidéo que lorsque la femme fait le tour des hommes, ce vagin va se relâcher. Il y a des femmes qui sont nées avec un vagin qui est déjà béant. C'est-à-dire, même quand elle est en position gynécologique, vous voyez l'orifice vaginal qui est ouvert. La tête de l'enfant va sortir, le corps de l'enfant, c'est un muscle qui va s'affaisser. Il faut retonifier comme on a retonifié les muscles du périnée. Donc, à part l'accouchement, il n'y a pas d'autres situations qui peuvent dilater ou transformer le vagin? Une intervention chirurgicale. Et comme j'ai dit, c'est un muscle. Et le viol? Le viol, c'est un rapport sexuel non consenti. La plupart du temps, pendant le viol, c'est des déchirures. Ça peut être une déchirure du vagin, ça peut être une déchirure du col. Et ce n'est pas dans le cadre du viol seulement. Vous pouvez être en couple avec votre partenaire, avec 2, 3 enfants. Mais un rapport sexuel où la femme n'est pas prête. Un rapport sexuel où la pénétration a été violente. Un rapport sexuel qui se passe sous l'effet de l'alcool. Surtout chez la femme où ça va très lentement. L'homme a un plaisir sous forme d'une cloche, mais la femme a un plaisir sous forme de plateau. C'est-à-dire quand il bande, quand il est en érection, il doit pénétrer. Or, la femme n'a même pas encore allumé. Il faut minimum 20 minutes pour que la femme puisse être dans une phase de pénétration. Mais nous sommes où, comme l'homme est toujours pressé, il peut avoir une pénétration violente. Là, on peut parler d'une déchirure du vagin. Ça peut être une déchirure du Douglas. Ça peut être une déchirure du col de l'utérus. C'est dans ce cas, quand les femmes viennent, vous allez voir, elles viennent à l'hôpital, elles saignent. Si on te dit, est-ce que c'est les règles? Au lieu de dire que c'est après un rapport sexuel, on a honte de dire, on est là, on doit aller au bloc, aller ouvrir pour voir la déchirure vient d'où. C'est après plusieurs heures, même il y a chez certaines, 1, 2 jours avant qu'elles me disent c'est après un rapport sexuel. Mais chez la plupart même, quand les saignements là surviennent, elles gardent le silence. Elle envoie des médicaments, elle masse, 2 jours, 3 jours. Si c'est le Douglas, là, c'est compliqué, il faut suturer, sinon le sang ne va pas s'arrêter. Le Douglas, c'est un espace entre le vagin et le corps, c'est au fond. Il y a des femmes mariées après un rapport où elles saignent et elles ont honte de venir dire que c'est un accident de travail. N'ayez pas honte, c'est un accident de travail. Alors, Madame Koumaï, qu'est-ce que tout ceci peut avoir comme conséquence sur la vie et la santé de ces femmes et filles qui s'adonnent à ces pratiques, surtout à l'introduction vous les avez donné beaucoup de noms, hein? Les épices... Les épices vaginales, les collets serrés, tout ça. Est-ce que cela reste sans conséquence pour la femme? Avant de répondre à cette question, je vais vous dire comment ces médicaments fonctionnent. Ces médicaments, que ce soit les détox, que ce soit les produits pour rétrécir le vagin, lorsqu'on envoie ces produits dans le vagin, l'organisme réagit. L'organisme sait qu'il y a un corps étranger dans le vagin. L'organisme va envoyer des anticorps, des globules blancs pour lutter. Lorsque vous prenez n'importe quel objet, vous envoyez dans le vagin, le lendemain, vous allez voir des substances blanches qui vont sortir.